This morning, a manhunt in Philadelphia for two inmates who escaped from prison. One is charged with previously killing 4 people. On le surnomme Houdini, car ce roi de l'imposture a réussi à s'échapper de prison 4 fois en moins de 5 ans, à chaque fois avec un peu plus d'audace, mais sans armes, ni violence, ni aucune aide. Jim Carrey l'a incarné dans le film I Love You Philip Morris, inspiré de son histoire. Son nom, Stephen J. Russell. Entre génie de l'arnaque et amour passionnel, nous allons découvrir ensemble l'histoire d'un incorrigible arnaqueur, dont on parle encore aujourd'hui, non pas pour les crimes qu'il a commis, mais pour ses évasions à répétition, toutes plus incroyables les unes que les autres. Remontons donc quelques années en arrière pour découvrir comment ce monsieur tout le monde est devenu l'un des plus célèbres imposteurs. Mais l'histoire de Steven n'est pas seulement l'histoire d'un escroc, c'est aussi une histoire d'amour. Avant de parler de ses évasions, découvrons ce qu'est le personnage. Qui est Steven Russell? Né en 1957 en Caroline du Nord aux États-Unis. Steven n'était pas arrivé, si on peut se le permettre, au bon moment, puisque à la maison, son père et sa mère ne s'entendaient pas très bien et étaient aimés au bout du divorce. Sa mère décide de le faire adopter par une famille d'accueil. Découvrant qu'à ses 9 ans qu'il a été adopté et que ses parents adoptifs l'aiment, il s'est quand même toujours douté de quelque chose et s'est toujours demandé pourquoi ses parents biologiques l'avaient abandonné. À l'école, il n'était pas non plus l'élève le plus calme, mais il aimait la bagarre et aussi récalcitrant. Dans cet élan de garçon têtu, il est pris de passion par un truc. Devinez quoi? Suicider, foutre le feu. Pas le meilleur des hobbies, ni celui avec une carrière très prometteuse, mais bon, il en était inconscient. Fatigués de le recadrer, ses parents adoptifs décidèrent donc de le mettre dans un foyer pour garçons, histoire de le modéliser et de rattraper son éducation. Quelque temps après, il devint docile et arrêta les bêtises et se reprend en main. Parallèlement, il continuait ses études, sans pour autant être brillant, mais ça va quand même. Fini le foyer au bout de quelques années, et bienvenue l'adolescence et les responsabilités. Pour un premier job, il va bosser dans l'entreprise familiale qui était spécialisée en agroalimentaire. De son temps libre, il s'intéressa aux forces de l'ordre et deviendra officier volontaire sur son temps libre. Très rapidement, il s'est mis à fricoter avec ma secrétaire en place, secrétaire du chef de la police. Une chose entraînant une autre, Steven était pris d'amour et se maria. 2 ans après, le voilà papa d'une jolie fille qui nomma Steffi. Malgré cette vie bien rangée, il avait une seule question, où sont passés ses parents? Étant officier volontaire, Steven avait son accès privilégié à une base de données, de retrouver son père et sa mère biologiques. Alors il s'est mis à passer un temps fou dans les documents et archives de la police locale. Il y consacra assez d'heures. Il avait accès à des fichiers sur lesquels on pouvait avoir globalement n'importe quelle information sur n'importe qui. Une obsession qui finira par payer. Il va ainsi retrouver la trace de ses parents biologiques. Il avait leur nom, leur adresse et a décidé d'aller les rencontrer. C'est de là qu'il apprend une dernière chose qui va lui briser le cœur. Il découvre que ses parents biologiques, qui ont divorcé juste après sa naissance et l'ont abandonné, se sont remariés ensemble et ont eu 2 enfants. Un gros coup dur et plusieurs questionnements pour lui. Malgré cette fracassante découverte, il devait bien continuer par vivre. N'oubliez pas qu'il avait une famille, une fille et un travail. Il se remit sur terre et continua sa petite vie de famille. C'est en 1985 qu'un nouveau coup dur le frappa. Son père adoptif décède et cela l'affecte, et ceci énormément. Cette mauvaise nouvelle déclenche en lui plusieurs questions. Après une énorme dépression et de questions existentielles, il se rendit compte que ça fait assez longtemps qu'il avait refoulé son côté homosexuel à cause de sa famille assez conservatrice et religieuse. C'est normal, c'est après souvent une énorme crise existentielle qu'on prend certaines résolutions. Dans son cas à lui, il décide d'assumer son penchant et il fit son coming out. Après cette fracassante révélation, Steven Russell plaque tout. La police, sa femme, d'avec qui il divorce bien sûr, et sa fille de 12 ans. C'est ainsi qu'il décida de commencer une nouvelle vie, et cette fois-ci du côté dans une nouvelle ville. Il décroche un bon poste dans une entreprise de surgelés à Houston en prétendant qu'il a les qualifications requises. Rappelons qu'on est là dans les années 90, donc assez d'homophobie. Quand la boîte découvre qu'il est homosexuel, il est renvoyé par son boss. Longtemps rejeté pour différentes raisons, cette fois c'en est trop pour lui, il décida de ne plus travailler pour des personnes qui ne le respectent pas. Il entreprend alors de gagner de l'argent autrement. Steven J. Russell était l'archétype du rêveur impénitent. Il rêvait de grandes choses, comme être milliardaire ou devenir le président, mais ses rêves dépassaient souvent les limites de la loi. Steven était aussi charmeur qu'un serpent dans un panier de pique-nique, et il avait le talent de convaincre les autres de le suivre dans ses escapades les plus folles. L'amour quand tu nous tiens, première évasion par la porte d'entrée. Il quitte le Texas, direction Floride,
où il trouve un poste de directeur commercial en mentant là aussi sur son CV. Pour gagner de l'argent rapidement, il ment à son assurance en déclarant de faux accidents. L'arnaque s'avère fructueuse, mais il finit par être découvert. Une découverte qui en cachait d'autres, car la police découvre qui avait de faux papiers. En 1992, il est arrêté et condamné à 6 mois de prison. Il était incarcéré dans le centre correctionnel d'Harris County. C'est de derrière les barreaux que Steven, que son petit ami de l'époque, Jimmy Campbell, a le sida en phase avancée. Dans les années 90, le sida n'était pas vraiment bien pris en charge et Jimmy avait peu de temps devant lui. Steven veut être près de lui. C'est de là qu'il décida de s'enfuir et de passer du temps avec son copain. Il est mis quand même du temps pour élaborer son plan. Il prend un job au sein de la prison et fait quelques repérages. C'est en faisant ce job qu'il découvre la pièce où les détenus mettaient les habits de civils avant de prendre les blouses de prisonniers. Il prend un pantalon noir semblable à celui des gardes et un t-shirt blanc qu'il réussit à cacher dans sa cellule. Un jour ensoleillé, environ 4 semaines après son incarcération dans la cour de la prison où Steven était en train de jouer aux échecs avec un gardien. Alors qu'il déplaçait habilement ses pions sur l'échiquier, il glissait subtilement des remarques sur la dernière émission de télévision qu'ils avaient regardée ensemble, gagnant ainsi la confiance du gardien. Pendant des semaines, Steven avait minutieusement planifié son évasion, cachant ses intentions derrière un sourire enjôleur et une attitude décontractée. Le jour de l'évasion était enfin arrivé. Alors que les autres détenus étaient occupés à jouer au basket ou à soulever des poids dans la salle de musculation, Steven avait mis en place sa pièce maîtresse. Il avait volé à l'infirmerie le talkie-walkie de l'infirmière. Ensuite, il avait subtilisé un porte-clés à un gardien distrait, complétant ainsi son déguisement. Avec un peu de maquillage fait maison pour donner l'illusion d'une barbe de quelques jours, Steven était prêt à jouer son rôle. C'est alors que la magie a commencé. Déguisé en gardien, il se fondait parfaitement parmi le personnel de sécurité. Il saluait les autres gardiens d'un signe de tête confiant et discutait de la météo comme s'il était là depuis des années. Il était sur le point de réaliser l'évasion parfaite. Le moment crucial est venu lorsque Steven a atteint les portes de la prison. Il a sorti son porte-clés, priant pour que personne ne remarque le tremblement dans ses mains. Avec un clin d'œil complice à une gardienne, un peu occupée à faire autre chose, Steven a déverrouillé les portes et s'est éclipsé hors de la prison, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Une fois dehors, il a jeté son uniforme de gardien par-dessus une clôture et a pris ses jambes à son cou. Il avait réussi l'impossible, s'échapper d'une prison haute sécurité en se faisant passer pour un gardien. Et tout cela grâce à une combinaison de charme, de ruse et de débrouillardise. Alors que les sirènes retentissaient à l'arrière-plan et que les gardiens de prison couraient dans tous les sens, Steven se fondait dans la nature comme un caméléon habillé en costume rayé. Il était libre comme l'air, prêt à poursuivre ses rêves les plus fous. Pendant les 2 ans que durait sa cavale, il prend soin de son petit ami, Jimmy. La police l'arrête à nouveau et 2 semaines après son incarcération, Jimmy décède. Steven se met à fréquenter assidûment la bibliothèque de la prison où il fait une nouvelle rencontre, celle du jeune Philip Morris, incarcéré pour un délit mineur. C'est le coup de foudre à la bibliothèque. Philip Morris était très intéressé par la loi. Pour le séduire, Steven se fait passer aussi pour un féru du droit. Choix payant puisque les 2 hommes ont vécu leur petite idylle en secret et se voyaient très souvent à la bibliothèque. À l'issue de 12 mois de prison, précisément en octobre 1996, les 2 amants sont remis en liberté sous contrôle judiciaire conditionnel et s'installent à Houston. Coup d'amour et 2e supercherie. Prêt à toutes les folies pour offrir la belle vie à son amoureux, Steven reprend ses escroqueries. Il voulait devenir un grand nom dans la finance. Nouvelle falsification de CV, avec fausses références et faux noms d'anciens employeurs, dont les numéros débouchent tous sur sa ligne. C'est ainsi qu'il est embauché par l'une des plus grandes entreprises américaines de médicaments, la North American Medical Management, en tant que directeur financier. Une fois au poste, il détourne plus de 800 000 $ au moyen d'un astucieux montage financier. Les 2 tourtereaux vivent quelque temps dans le luxe, jusqu'à ce qu'un collègue de Steven le dénonce à leur hiérarchie. Steven se retrouve une nouvelle fois derrière les barreaux. Comme vous le savez, aux États-Unis, les prisonniers peuvent payer une caution. Avec un réseau bien fourni, Steven réussit à contacter un acolyte à lui et lui demande de lui rédiger une fausse lettre de caution qui stipule une caution de 45 000 $ au lieu de 9 000 annoncés. Une fois au tribunal, Steven avait préparé une masterclass. Sachant que plusieurs employés du tribunal passent souvent dans les couloirs du tribunal ou la cour avec plusieurs plis de dossiers, Steven réussit à faire tomber l'enveloppe qui contenait la lettre de caution falsifiée juste derrière une assistante qui passait avec un tas de dossiers en main. Une enveloppe qui semblait être bien officielle, avec des cachets, des tampons réglo.
Un agent du tribunal qui l'avait vu par terre a essayé de rattraper l'assistante avec le dossier en main, croyant qu'elle l'avait fait tomber de son pli de dossier. Il dit à l'employé au bout du fil qu'il y a une lettre de caution dans les plis que vient de lui remettre le procureur et que cette lettre de caution n'est pas encore intégrée aux fichiers informatiques. Elle, toute naïve, prend le temps de retrouver la lettre falsifiée de Steven qui semblait officielle, croyant que c'était une vraie, et modifie le montant de la caution, la rabaissant de 9 000 $ à 45 000 $. Une somme qui pouvait réunir le même jour, une somme qu'il parvient à réunir, le voilà de nouveau libre. Mais 10 jours plus tard, les autorités se rendent compte de la falsification, l'arrêtent en Floride et le bouclent dans une prison du Texas, dans une unité hautement sécurisée, l'Estelle Unit à Huntsville au Texas. Il prend 45 ans ferme. Jamais à court d'idées. L'Estelle Unit, une prison située dans le comté de Walker, Texas, est une installation de sécurité maximale connue pour sa surveillance étroite et ses protocoles de sécurité stricts. Pourtant, même dans ces conditions, Steven J. Russell a démontré sa capacité à trouver des failles dans le système et à exploiter les faiblesses humaines pour échapper à la captivité. On pourrait lire dans l'article du Guardian qui lui était consacré: 3 ans plus tard, il a stocké des feutres verts provenant des cours d'art en prison, pressant l'encre des cartouches dans un évier rempli d'eau et teignant sa combinaison de la couleur des blouses chirurgicales. « Il faut être très prudent car si on les essorre, on obtient des traces d'SD sur le tissu », dit-il d'un ton neutre. Sous les vêtements médicaux de fortune, Russell a étroitement collé plusieurs sacs en plastique sur son corps afin que les chiens policiers ne puissent pas suivre son odeur une fois qu'il était en fuite. Il a choisi un moment où la femme qui tenait la réception était au téléphone et puis, sans que le personnel de la prison l'ait interrogé, il est simplement sorti habillé comme le docteur Kildare. Essayons de mieux expliquer cette partie et son plan pour s'évader. Plusieurs mois se passent avant que Steven trouve enfin la bonne idée pour leurrer une fois de plus ses geôliers. À chaque cours d'art plastique, il vole un feutre vert. Pourquoi le feutre vert, vous demandez? Tout simplement parce que Steven avait remarqué que la blouse que les médecins qui passaient soigner les prisonniers était de couleur verte. Cette blouse verte ressemble drôlement à la blouse des prisonniers, sauf les couleurs sont différentes. Faut avouer que les autorités aussi ne sont pas vraiment aussi malins à l'époque. Donc notre Houdini des prisons accumule patiemment les feutres verts pendant des semaines et les cache sous son matelas. Ayant un nombre maximal, il décide de verser toutes les encres des feutres volés dans l'évier de sa cellule et d'y plonger sa blouse blanche. C'est ainsi que sa blouse est prête une fois séchée. Dr Steven est donc prêt à se faufiler à nouveau. Il traverse tranquillement les couloirs de la prison devant les gardes et en sort sans précipitation. Les gardes l'ont cru en membre du personnel médical. Il vient de fuir comme ça à 45 ans de condamnation. Chapeau l'artiste. Refera-t-il la même erreur que lors de sa première évasion ? Eh bien, devinez quoi? Oui, l'amour qu'il porte toujours à Philippe l'amène à commettre cette erreur. Certes, il avait mieux planifié et en changeant d'état pour aller cette fois-ci dans le Mississippi. S'en tirera-t-il aussi facilement? Pas aussi facilement. Quand il était en prison, la police avait mis Philip Morris, son amant, en écoute. Ce dernier avait décidé d'appeler sa maman pour donner des nouvelles. Faut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder beaucoup de séries à l'époque. Bref, la police réussit à tracer l'appel et les coffrer 10 jours après son évasion. Retour à la case de départ, ou plutôt retour en prison on va dire. Quelques mois après cette 3e arrestation, Steven ne fait pas de sienne. Se désespère-t-il? Serait-ce une stratégie pour se faire oublier par les gardes? Sûrement que ça en est une. Gardez-moi aussi longtemps si vous pouvez. Pendant ces mois de silence, il faut avouer que tout n'allait pas bien, la déprime totale. Il mangeait pratiquement plus. Les bulletins de santé montreront que Steven était souffrant, mais de quoi? Après des analyses et des symptômes qui ont mis du temps à se développer pratiquement 10 mois après le début des analyses, les résultats ont montré que Steven était atteint du sida, donc peu de temps à vivre. Une bien mauvaise nouvelle pour certains, mais pas pour Steven. Dans cette situation, l'État autorise souvent les prisonniers à changer de prison et passer d'une hautement sécurisée à une autre prison plus light, une forme de prison hospice. Une fois transféré, Steven a pris quelques jours pour prendre ses repères. C'était une maison de repos, mais sécurisée aussi, et considérée comme prison. Une fois sur place, la direction reçoit un appel d'EN, soi-disant médecin, qui les explique que Steven est éligible à traitement expérimental, censé guérir du sida, et qu'il a besoin d'observer les patients dans son cabinet. Fallait donc l'envoyer en ville. C'est ainsi qu'il a obtenu une libération conditionnelle pour raison médicale et est simplement sorti de prison. Plus tard, le pseudo-docteur rappela le centre de repos et les informa que le traitement expérimental aurait eu des effets secondaires sur Steven et qu'il en est décédé. Une bien triste fin pour notre protagoniste.
Serait encore un des subterfuges de Steven ou vérité? Eh bien laissez-moi vous dire que c'est faux. Il les a tous bien eus et même nous. Comment les a-t-il dupés cette fois-ci? Faut reconnaître qu'il en a de père et qu'il ne voulait pas du tout faire la prison. Vous vous rappelez lorsqu'on disait qu'il était déprimé, malade et ne mangeait presque plus? Eh bien c'était encore un de ses stratagèmes. Pendant ces 10 mois, Steven se gavait de laxatifs, ce qui fait qu'il allait beaucoup aux chiottes et a fini par perdre assez de poids, ce qui le rendait super faible, donc crédible aux yeux des patrons du pénitencier. On se demande bien d'où viennent alors les résultats des pseudo-tests qui ont prouvé qu'il était séropositif. Tout simplement, c'est lui-même qui les rédigeait chaque fois qu'il allait à la bibliothèque avec la machine à écrire et parvenait à les glisser lors de ses visites à l'infirmerie. Et qui diable avait appelé la prison se présentant comme un docteur avec un traitement expérimental? C'était tout simplement qui avait appelé depuis sa cellule un de ses jours en inventant cette histoire de traitement expérimental. Une fois au dehors comme le docteur, l'a demandé Steven a réussi à falsifier un certificat de décès qu'il a renvoyé à la prison pour confirmer le décès à cause des effets secondaires du traitement. Un sacré bonnet ce Steven. Le voilà encore une fois libre, et cette fois-ci mort aux yeux des autorités et du monde. Comme derrière chacune de ses évasions on sait pourquoi il le fait, Steven devait aller voir son amoureux encore Philip Morris. Sauf que cette fois-ci, Philip aussi est dans une autre prison pour complicité lors de sa 3e évasion. Avec le besoin naturel de voir et de faire libérer son petit ami, Steven se met à usurper l'identité d'un avocat du barreau pour rendre visite à Philip. Chose faite, il le voit, sauf qu'il ne peut pas le libérer avec ses faux papiers, donc il doit trouver un avocat compétent qui pourrait faire diminuer la peine de Philip. Problème, il n'a pas d'argent et doit en trouver. Trouver des solutions, cela ne pose pas un problème. Pour ce faire, le 20 mars 1998, Russell s'est fait passer pour un millionnaire de Virginie pour tenter de légitimer un prêt de 75 000 $ de la Nation Bank à Dallas avec une fausse carte et ses manigances habituelles. Le faux nom qu'il a donné paraissait suspicieux puisque cela ne correspondait à aucun client ou dossier de la banque, ce qui a fait tiquer le responsable. Ce dernier a réussi à contacter discrètement la police en faisant des vérifications. Directement, un inspecteur a été envoyé sur place pour clarifier la situation. Et pas de chance pour Steven, car l'inspecteur qui a été envoyé avait suivi de près le cas de Steven pendant des années et lors de son passage à Dallas au Texas. Steven sera arrêté à nouveau, et heureusement pour la police, car à quelques jours près, Steven se serait volatilisé, car il avait rendez-vous dans la même semaine avec un chirurgien pour tout simplement changer de visage. La condamnation. Les autorités en avèrent de lui, de se faire passer pour des cons, et ont voulu en faire un exemple. Il sera condamné en août 2000 à peine totale de 144 ans de prison, 99 ans pour les évasions et 45 ans pour les escroqueries ultérieures. Aujourd'hui, en fauteuil roulant, Steven J. Russell purge actuellement sa peine en isolement cellulaire 23 heures par jour. Il n'a pratiquement plus de contact avec l'extérieur et peu de visites. Il ne cesse de revendiquer des conditions plus souples car il dit ne plus vouloir tenter de s'évadre et aussi à cause de points de lèche. Il cherche juste à purger sa peine dans une cellule normale avec des conditions plus souples. Aux dernières nouvelles, sa fille Steffi, celle qu'il avait oubliée pour commencer sa nouvelle vie, lui rend quelques fois visite et aussi quelques journalistes qui passent le voir pour recueillir sa version des faits, le récit de sa vie. Avec une date de libération fixée à 2140, de nombreuses personnes ont qualifié sa peine d'excessive et ont demandé à l'État du Texas de le libérer. Chose que les autorités texanes ne sont pas prêtes à faire car avec ses évasions, il a mis en avant les failles et les inattentions du système et a créé un fiasco médiatique à l'époque. Ainsi s'achève l'histoire du Houdini des prisons Steven J. Russell qui incontestablement détient le plus grand nombre d'évasions au monde, ce qui rend son histoire unique et la raison de ses évasions, chose que certaines personnes jugent ridicule et d'autres d'héroïque. Pour lui à l'époque, c'était la chose à faire pour passer du temps avec ses partenaires. Aujourd'hui, il est devenu une référence et a d'ailleurs un film en son hommage, I Love You Philip Morris, sorti en 2009. Jim Carrey a incarné Steven Russell et a retracé l'histoire de sa vie. On vous recommande si possible de regarder, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur Cultination. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur la vidéo et sur son histoire. Vous pouvez aussi consulter les sources de tout ce que nous avons avancé en description.